nous avons ce soir l'intervention de Madame Elsa Coz, que nous remercions, qui est de formation statisticienne au départ d'ailleurs, qui a fait de l'actuariat pour démarrer, qui s'est ensuite réorientée et spécialisée sur les biostatistiques et qui va nous parler ce soir de modèles. J'ai oublié le titre exact, je suis navrée. Ce sont les modèles flexibles dans les analyses de survie. Donc, bonjour à tous, excusez-moi. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour présenter donc un séminaire un petit peu différent de ce dont vous avez l'habitude, puisqu'on va parler de méthode stat aujourd'hui. Donc je vais vous présenter donc des modèles flexibles dans les analyses de survie. Donc c'est un peu la spécialité, une des spécialités du service de biostatistique des Hospices civils de Lyon. Donc c'est des modèles qui ont l'objet de beaucoup de recherches dans le service et donc sur lesquels j'ai eu l'occasion de faire ma thèse. Donc, d'une façon assez générale, donc on a plusieurs indicateurs pour décrire du risque en survie que vous connaissez bien, donc le taux relatif, la probabilité d'événements de survie et le taux, donc les deux derniers étant des risques absolus. Et donc, Elsa, je me permets de te interrompre. Tu partages ton écran ou pas? Ouais. Oui. Ah, on voit pas ton écran. J'ai été coupée là-dessus aussi, pardon. C'est bon là? Je reviens sur les risques. Donc, la question, c'est comment et quand les choisir, notamment dans un contexte qui vous est sans doute très familier, qui est le contexte des risques compétitifs, où on peut avoir tendance à se perdre sur tous les indicateurs qu'on peut avoir. Et donc, du coup, mon premier objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de tous ces risques et de la manière dont on les choisit, et donc de vous convaincre de l'utilité de modéliser le risque absolu, en particulier le taux, quand on fait dans le cadre d'analyse de survie, en particulier en risque compétitif. Donc, le taux, on a un peu l'habitude de le voir. Au final, on voit souvent les courbes de survie de Kaplan-Meier. Mais le taux, comme c'est une fonction qui peut être très souple et très flexible, elle a souvent été occultée, notamment avec le modèle de Cox, qui, lui, fait complètement omission de ce taux de base. Donc, pour commencer, je vous présente un petit peu comment on construit ce modèle. Donc, pour rappeler quelques notations, donc on appellera ici grand F de t la probabilité cumulée d'événement à un instant t, donc qui est la proportion de patients qui ont fait l'événement à un instant donné. Et donc, grand S de t, la survie à un instant t, donc dépasse la proportion de patients qui, eux, n'ont pas fait l'événement à un instant donné. Donc, on a une relation simple entre les deux. Et enfin, on appellera H de t le taux d'événement, qui sera notre indicateur d'intérêt ici. Donc, le taux, c'est une vitesse de survenue de l'événement, parce que donc, le nombre, souvent, c'est pas quelque chose de suffisant. On l'a bien vu, par exemple, pendant le Covid, dire qu'on a 100 000 patients qui sont hospitalisés. Ce qu'on veut savoir, c'est plutôt 100 000 patients en combien de temps, pour savoir si les hôpitaux vont être complètement débordés ou non. Donc, du coup, c'est cette notion-là qui va essayer de capturer le taux à travers le taux d'incidence. Donc, on a, pour donner la relation entre taux, survie et incidence cumulée, on a donc, pour un instant donné S, la probabilité de décès en S, qui va être grosso modo égale à la probabilité d'être vivant juste avant S, fois à la probabilité instantanée d'événement, enfin de décès, du coup, sachant qu'on est vivant en S. Donc finalement, c'est le produit de notre survie par le taux. Et donc, comme en général, comme le temps, c'est quelque chose de continu, on va travailler sur un cumulé, donc la fonction d'incidence cumulée. Et donc, on va faire une somme sur tous ces temps d'événements jusqu'à l'instant T. Et donc, ça se matérialise par l'intégrale. Donc, pour montrer un peu la différence entre la forme de la fonction de survie et du taux, un petit exemple. Donc, ici, c'est du cancer du côlon en Espagne. Donc, c'est une étude qui a été faite dans le service qui travaille beaucoup sur les registres des cancers. Donc, ici, on va voir l'évolution de la mortalité liée au cancer en fonction de l'année de diagnostic. Donc, on a la fonction de survie, donc, qui est une fonction entre 0 et 1, qui est monotone décroissante. On voit ici que les courbes qui sont représentées, ça dépend de l'année de diagnostic. L'abscisse, c'est le temps depuis le diagnostic. Et on voit que, de façon attendue, la courbe de survie, donc la probabilité de survie, elle est plus basse en 92 qu'en 2004.
Et donc, du coup, sur cette fonction de survie, on voit qu'il y a une sorte de décrochage à partir de 6 mois. Et après, donc, les courbes de survie se sont décalées, mais on a un petit peu du mal finalement à savoir à quel moment il y a eu des différences de risque, à quel moment les différences de mortalité se sont créées. Et donc, du coup, c'est là que le taux devient intéressant, parce qu'on va voir que donc en début de suivi, donc les taux ils sont quasiment identiques, donc on n'a pas de différence de mortalité au niveau du taux. Par contre, on va bien voir qu'à partir de entre 6 mois et 2 ans, c'est là que se font toutes les différences en termes de décès. Puis après, les courbes se rejoignent à nouveau, et donc c'est plus facile d'identifier les différences à partir du taux qu'à partir de la survie, qui est une fonction qui va être cumulée. Donc, comment on modélise le taux? Du coup, une possibilité, ça va être de travailler sur le logarithme du taux, parce que donc, le taux, c'est une fonction qui va être positive. Donc, du coup, l'échelle du logarithme, c'est plutôt pratique. Donc, comme on a besoin de quelque chose de très flexible, parce qu'on ne sait pas du tout la forme que peut avoir ce taux, on va travailler avec ce qu'on appelle des splines. Donc, ça va être une combinaison linéaire de coefficients fois, du coup, le temps qui va être exprimé dans une base assez souple pour capter une forme potentiellement complexe de ce temps. Donc, qu'est-ce que c'est une spline? Une spline, c'est une fonction polynomiale par morceau. Donc, au lieu de définir le polynôme sur l'intégralité de l'intervalle de définition, eh bien, on va le définir par bloc. Donc ici, par exemple, on a un nuage de points qu'on peut approximer par une courbe. Et donc, au lieu de travailler sur l'intégralité, on va découper en 3 blocs. Donc, on va définir ce qu'on a. Donc, les blocs qui sont définis par des nœuds. Donc, ici, on a un nœud en 2 et en 7. Et on va utiliser des polynômes qui vont être définis sur chaque partie de chaque bloc. Donc, on voit que le premier bloc, ici, on voit la fonction donc, ax plus b. Et donc, le bloc 2, on va avoir un coefficient qui va venir modifier la pente dans le bloc 2. Et ensuite, un dernier coefficient qui, lui, va modifier la pente sur le bloc 3. Donc là, on est sur une spline qui est très simple, parce que c'est une spline, c'est un polynôme qui va être juste linéaire de degré 1. Mais ça fait une approximation qui n'est pas très jolie, enfin pas très naturelle quand même d'avoir ces gros pics. Donc en général, on va travailler plutôt sur des splines cubiques, donc de degré 3, donc qui donne une courbe un petit peu plus lisse et plus jolie, plus naturelle. Et donc cette fois-ci, le bloc, il va être défini on va moduler le coefficient d'ordre 3 à chaque fois en fonction du bloc où on se trouve, et ça va nous permettre d'approximer la forme de la courbe. Alors le problème qui se pose avec la spline, c'est comment on va choisir le nombre de nœuds. Parce que donc là, je vous ai représenté un autre nuage de points, donc qui est plus complexe. Et donc on a envie d'approximer le nuage de points avec la courbe en rouge que j'ai représentée ici. Donc ici, j'ai mis 7 nœuds pour ajuster la courbe, en tâtonnant un petit peu. Mais du coup, si je ne mets pas assez de nœuds, donc par exemple ici, on n'en met que 3, et du coup, la forme de la courbe, elle n'est pas suffisante, enfin, le degré de complexité de la spline n'est pas suffisant pour bien capturer la forme de mon nuage de points. Et par contre, si j'en mets trop, et là, on a des risques de surajustement où la spline, elle va être toute crumeleuse, elle va aller chercher des petites particularités dans les données qui sont finalement sans doute des artefacts et dont on n'a pas envie de voir. Donc, pour remédier à cela, on a une méthode qui s'appelle la pénalisation de la vraisemblance, qui va nous permettre de finalement choisir le compromis entre de l'ajustement aux données et puis d'avoir quand même quelque chose de relativement lisse. Donc la vraisemblance, je rappelle, c'est la probabilité d'observer les données sachant les paramètres, et donc c'est notre fonction de perte, finalement, c'est ce qu'on va essayer d'optimiser. Et donc à cette vraisemblance, on va ajouter un terme ici, donc qui va dépendre d'un paramètre qui s'appelle ce qu'on appellera le paramètre de lissage, donc kappa, et d'une fonction de pénalisation. Donc la pénalisation, je pense que vous avez tous déjà entendu parler du lasso, par exemple, pour faire de la sélection de variables. Et là, donc du coup, elle aura une forme un peu différente de celle du lasso pour faire du lissage. Donc pour illustrer ce que fait finalement cette petite fonction de pénalisation qu'on a rajoutée dans la vraisemblance, je vous propose une animation qui a été faite par un de mes collègues, ici, donc Mathieu Fauvernet.
Donc, on a ici un nuage de points, donc ajusté avec une spline qui n'est pas du tout pénalisée. Donc, on a un coefficient kappa qui vaut 0. Et donc, on va faire augmenter progressivement le coefficient kappa pour augmenter le lissage en fait, de la courbe. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au bout d'un moment, on a réussi à capter bien le nuage de points. Et puis, quand on a laissé échapper kappa, et ben, on s'est retrouvé sur quelque chose de linéaire, parce qu'on a complètement supprimé toute la complexité de la spin, et on en est revenu au linéaire. Donc, il va falloir, donc il y a des méthodes pour trouver le kappa optimal en fonction du nombre, de la quantité d'informations qu'on a dans le jeu de données. Et donc, voilà, pour donner le principe général de ce type de modèle. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je vous propose un petit exemple. Donc, ici, c'est en oncologie, donc c'est un traitement du mélanome par immunothérapie. La cohorte c'était une cohorte de mélanome, pardon, donc ils étaient traités soit par nivolumab, soit par pembrolizumab, donc ils sont des anti-PD1. Et donc, on a représenté ici 2 événements indésirables qui sont très classiques sous immunothérapie, qui sont l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Donc, on a le temps écoulé depuis le début du traitement en abscisse, et donc, on représente le taux au cours du temps. Donc, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que finalement, ces 2 événements, ce sont des événements qui sont associés même, c'est ce qu'on appelle un peu la thyroïdite auto-immune. Et donc, on va voir que le patient va d'abord passer sur une phase d'hyperthyroïdie, donc qui va être vraiment assez tôt dans le suivi. Et après, on voit que l'hypothyroïdie, elle arrive un petit peu plus tard, avec un pic qui est aux alentours de 90 jours. Et donc, autre chose qu'on peut voir aussi à travers cette représentation du taux, c'est ces 2 pics-là. Et donc ça, ces 2 pics, c'est parce qu'on a de la censure par intervalle en fait, dans le jeu de données, comme l'hyperthyroïdie, c'est juste mesuré avec par dosage. On voit que à chaque visite des patients, en fait, c'est là qu'on a des détections de l'hyperthyroïdie. Donc on aurait probablement eu la même chose sur l'hypothyroïdie, mais comme la survenue des événements est beaucoup plus diffuse dans le temps, on n'a pas assez d'infos pour capter ce genre de pic, mais on aurait probablement eu des choses un petit peu similaires si on avait eu plus de données, enfin plus d'événements. Donc voilà, donc ça c'est pour le taux, comment modéliser la forme du taux. Et bon, souvent ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir des effets de covariables. Donc par exemple, si on veut évaluer l'effet du sexe sur le taux de décès, souvent ce qu'on va faire, c'est du modèle de taux proportionnel avec un modèle de Cox, donc qui va être défini par le taux de base chez les hommes. Le taux est défini par le taux de base chez les hommes, et le taux de base pour un coefficient exponentielle bêta pour les femmes. Et donc, ce exponentielle bêta, finalement, c'est notre taux relatif. Et donc, dans le modèle de Cox, on ne cherche pas du tout à estimer le taux de base H0. Donc, le modèle que je viens de vous présenter ici, il se dérive exactement comme le modèle de Cox. Donc, on va avoir, au lieu d'avoir H0, en fait, on va modéliser exponentielle de notre spin, qui lui va faire l'office de H0. Et on aura toujours notre exponentielle bêta qui lui va donner le taux relatif. Donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on n'a pas de perte de puissance par rapport au modèle de Cox sur l'estimation de l'effet de la covariable, donc sur l'exponentielle bêta. Mais par contre, on va avoir une analyse un petit peu plus poussée quand même en ayant du coup une estimation au moins du taux de base. Et donc, là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on est en non proportionnel. Parce que donc là, du coup, quand les résidus du chain-fold, ils rejettent l'hypothèse de proportionnalité, et dans le modèle de Cox, on commence à pas être très bien, parce que du coup, on a 2 solutions, soit on va stratifier sur la variable, donc ce qui veut dire qu'on va supposer qu'il y a des taux de base différents entre chaque modalité. Et donc, dans ce cas-là, on est un peu embêté, parce que si c'était notre variable d'intérêt, elle est plus disponible. Et en plus, du coup, si on souhaite stratifier sur une variable continue, par exemple, tout de suite, ça commence à être un petit peu compliqué, il va falloir catégoriser, etc. Enfin, voilà, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et la deuxième solution qu'on a, c'est d'estimer des effets constants par intervalle. Donc là, pareil, comment on définit les intervalles en plus, si la forme de taux relatif, elle est potentiellement complexe, on peut faire des grosses approximations de ce côté-là.
Alors que quand on utilise un modèle flexible, on va pouvoir modéliser cet effet non proportionnel directement en utilisant finalement notre spleen, vu qu'on a une description de tout le taux, on va pouvoir faire un ratio des deux taux et vraiment représenter le taux relatif au cours du temps. Donc pour illustrer un petit peu comment ça se présente, donc encore une étude qui a été faite dans le service sur les cancers biliaires, donc vésicules et voies biliaires ici, donc c'est à partir du registre des cancers du réseau Francim. Et donc on représente la dynamique des taux selon l'âge des patients et selon l'année de diagnostic. Donc on a toujours le temps depuis le diagnostic en abscisse et donc notre taux de mortalité en ordonnée. Donc, ce qui saute aux yeux ici, c'est que la forme du taux entre les patients qui ont 50 ans et les patients qui ont 80 ans, elle n'est pas du tout pareille. On va avoir vraiment une énorme pente chez les patients de 80 ans qu'on ne retrouve pas du tout chez les patients de 50. Donc, c'est ça, là, on voit clairement que nos taux, ils n'ont aucune chance d'être proportionnels. Et c'est là que, du coup, ça devient intéressant de pouvoir modéliser ces différences plutôt que d'avoir juste un coefficient qui résume tout le risque en fait en moyenne, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, donc du coup, ça c'était dans le cadre classique. On va s'intéresser maintenant à l'utilisation de ce modèle dans un cadre de risque compétitif. Donc, je pense que vous connaissez tous très bien. Donc, soit on a un T0 et le sujet va faire soit l'événement E1, soit l'événement E2. Donc, cette fois-ci, on va redéfinir les notions, nos indicateurs. Donc, on va avoir la probabilité d'incidence cumulée pour l'événement 1, qu'on notera F1, et qui est donc la proportion de patients qui a fait l'événement E1 à un instant donné. Et on va redéfinir la survie. Mais cette fois-ci, la survie, elle ne dépend plus que de F1, elle va aussi dépendre de l'autre événement, notre événement E2. Donc ça va être 1 moins F1 moins F2. Parce que du coup, on définit la survie comme ceux qui n'ont fait aucun événement, ni E1 ni E2. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle des taux d'ICO spécifiques, donc H1, qui vont être la survitesse de survenue de l'événement E1. Donc, si on reprend notre petite équation de tout à l'heure, où on avait la probabilité de décès en T, qui était la probabilité d'être vivant en T, donc notre survie fois le taux, et on voit qu'ici, on va avoir un petit souci, c'est que notre probabilité d'événement 1 en T, elle va dépendre de S, et S, elle ne dépend plus que de H1, elle dépend aussi de H2. Et donc, on n'a plus ce lien direct entre la probabilité d'incidence cumulée et l'événement et le taux. Donc, si on intègre, on a notre fonction d'incidence cumulée qui va dépendre de grand S de t, donc qui dépend de F2 de t. Donc, un petit exemple. Donc, on s'intéresse ici au décès sur liste d'attente de greffe hépatique. Donc, on a 3 cas. Soit le patient va sortir de liste, soit il va décéder sur liste d'attente, soit il va être greffé. Et donc, en question de recherche, on peut par exemple se demander est-ce que les femmes décèdent plus sur liste d'attente que les hommes, à ce qu'un mètre comparable. Et cette question, en fait, on peut y répondre finalement de plusieurs manières. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut mesurer finalement. Une première chose qu'on peut mesurer, c'est est-ce qu'on a un effet direct, c'est-à-dire est-ce que la vitesse de décès des hommes par rapport aux femmes va être plus importante? Est-ce qu'on a des différences sur la vitesse de décès? Et ce qu'on peut mesurer également, c'est tous les effets. Est-ce que finalement, on va avoir des différences en termes de sortie de liste et en termes d'accès à la greffe, ce qui fait qu'on va avoir des effets indirects, donc des décès qui vont être évités. Et donc, on va vouloir mesurer finalement les différences de risque de décès au global. Donc là, du coup, on a 2 grands modèles qui sont très connus. Donc, le modèle de Fine-Gray. Donc, lui, qu'est-ce qu'il mesure en fait, il va mesurer une association entre la probabilité cumulée d'événements et la covariable. Donc, il mesure vraiment cet effet direct plus l'effet indirect en cumulé. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si le sens de l'association qu'on va trouver dans le modèle de Fine-Gray,
il va être dans le même sens que celui d'une régression logistique à un temps donné, parce que c'est le même risque sous-jacent, hein, c'est la probabilité d'incidence cumulée qui est sous-jacente à ce modèle. Et donc elle permet, une des grandes forces du modèle de Fine-Gray, c'est qu'on n'a qu'un seul modèle et qui va nous permettre d'estimer les probabilités cumulées d'événements. En revanche, un petit point négatif quand même, c'est que la quantité absolue qui est sous le modèle de Fine-Gray, donc c'est-à-dire le taux de sous-répartition ou subdistribution hazard, elle n'a pas d'interprétation logique évidente. Parce que concrètement, comment on le construit, ce subdistribution hazard, c'est l'effectif à risque. Il est composé des sujets qui sont sortis. En fait, quand un sujet sort pour une autre cause de sortie, donc par exemple, mettons une autre cause de sortie, c'est une autre cause de décès, eh ben, on va le laisser dans l'effectif à risque, parce que finalement, ce patient-là, il n'est pas censuré. On sait que sa probabilité à lui de faire l'événement d'intérêt, eh ben, elle va être de 0. Mais du coup, il est quand même toujours considéré à risque pour estimer l'impact sur la probabilité d'incidence cumulée. Le second modèle qu'on va pouvoir considérer, c'est le modèle de taux co-spécifique. Donc ce modèle-là, qu'est-ce qu'il mesure? Ça va être l'effet de la covariable sur la survenue de l'événement d'intérêt, donc l'effet direct uniquement. Donc lui tout seul, avec un seul taux co-spécifique, on ne va pas pouvoir calculer de probabilité d'événements, cumuler d'événements. Et donc en général, les recommandations stat pour ce type de modèle, c'est de faire également, de modéliser pas seulement le taux co-spécifique qui nous intéresse, mais aussi les autres taux co-spécifiques pour pouvoir avoir une interprétation globale de tout le modèle. Et ce qui est perturbant dans ce cas-là, c'est que l'effet de la variable sur le taux co-spécifique, il peut avoir un effet inversé par rapport à son effet sur la probabilité d'incidence cumulée. Donc, si vous faites un Fine-Gray et un co-spécifique, vous pouvez avoir des effets qui sont inversés. Donc, du coup, en termes quand est-ce qu'on choisit ce modèle-là, c'est vraiment si on est intéressé à décrire entièrement le processus, pour comprendre les mécanismes, etc. Ce sera un modèle qui sera très pertinent. Et donc, on peut le faire par modèle de Cox, comme classiquement, ou en utilisant un modèle flexible du taux, comme on a présenté juste avant. Et donc, grâce au modèle flexible, le modèle de Cox le propose aussi dans des cas assez simples, par exemple quand la variable elle est catégorielle, etc. On peut reconstituer les probabilités d'incidence cumulée et avoir vraiment une description de tous les risques en fait, qu'on a décrits précédemment. Donc, pour illustrer tout ça, je vous propose un petit exemple. Donc, c'est un exemple qui est simulé. Donc, on a un patient qui est sous traitement et qui va faire soit un effet indésirable, c'est notre événement d'intérêt, ou alors qui va décéder ou bien arrêter son traitement. Donc, le taux, ici, on va définir un taux d'événement indésirable. Donc, on voit que les patients, ils peuvent être dans un groupe de traitement A ou B, et on voit que le taux des événements ici, donc il est clairement non proportionnel, et entre les deux groupes de traitement, donc en début de suivi, le traitement B va avoir un taux légèrement supérieur à celui du traitement A, mais ils vont surtout se démarquer à partir du jour 100, où on va avoir un gros pic d'effets indésirables dans le traitement A. Donc si on représente le taux relatif associé à ces taux-là, on voit que le taux il n'est pas du tout constant au cours du temps, il va avoir une forme comme ça. Et donc si par contre on fait un modèle de Cox sur un jeu de données issu de ces données-là, on aura un taux relatif qui va être constant. Donc une approximation, il va faire une moyenne en fait sur le temps. Donc on rajoute un taux de décès. Donc, on voit ici que c'est un peu caricatural, mais donc du coup, le traitement A, il a un taux de décès qui est beaucoup plus élevé aussi que le traitement B. Et donc, du coup, finalement, le traitement A, il est à la fois plus d'effets indésirables, mais il va avoir aussi plus de sorties pour décès ou arrêt du traitement que dans le traitement B. Donc, l'effet, au final, sur la probabilité d'incidence cumulée, il est difficile à prédire à partir de ces taux.
Donc, si on néglige si on fait une analyse classique sans prendre en compte les risques compétitifs, donc on voit que la probabilité d'incidence cumulée, elle va se différencier à partir du jour 100, et donc on va avoir une probabilité d'incidence cumulée qui va être supérieure dans le groupe traitement A que dans le groupe traitement B, comme ce qui est observé sur le taux. Maintenant, si on prend en compte les risques compétitifs, du fait que les patients du traitement A ils décèdent ou arrêtent leur traitement, on voit que finalement leur leur probabilité d'événement indésirable, il va quasiment être identique à celui du traitement B, puisque de toute façon, il n'y a plus personne, des effets indésirables à la fin, donc la probabilité d'incidence cumulée, elle va stagner en fait, elle va plus augmenter. Donc on voit que du coup ici, si on a vraiment des effets qui sont très différents selon l'échelle sur laquelle on a travaillé. Ça, c'est ce qu'on aurait obtenu sur du Fine-Gray, on n'aurait eu aucun effet, alors qu'au final, sur du Cox, on voit qu'il y a un effet. Donc voilà, j'espère avoir été à peu près claire, et puis vous avoir convaincu du fait que la modélisation du taux et du risque absolu en général, ça permet une meilleure compréhension et une description de la temporalité des événements, et notamment dans des cadres complexes comme les risques compétitifs. Et on a tous tendance à se jeter un peu sur les modèles sans vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de mesurer, notamment dans ce genre de contexte. En guise d'ouverture, donc ce type de modèle très flexible, on peut les utiliser dans d'autres contextes. Donc, par exemple, pour des événements récurrents, donc c'est le modèle sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du modèle d'Andersen-Gill, c'est pour modéliser des événements récurrents au cours du temps et les comparer. Donc, c'est un modèle dérivé du modèle de Cox aussi, qu'on a adapté pour pouvoir représenter la survenue au cours du temps. Et on peut également les utiliser dans des modèles multi-états, puisque de toute façon, sur les taux de transition, c'est des taux, donc c'est immédiat comme type d'analyse. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Elsa. Je vais couper l'enregistrement et on va passer aux questions.